Eh bien, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Michel. Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur notre webinaire. Et puis, tout de suite, un mot sur le titre. Alors, faire le nouvel impératif des plateformes de formation. On sait que l'efficacité de la formation dépend évidemment de la mise en pratique par les apprenants de leur savoir acquis en formation. Et je ne résiste pas à citer Aristote qui le disait déjà il y a plus de 23 siècles, mon Dieu, ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant. Donc la problématique qu'on va traiter aujourd'hui, elle ne date pas d'hier, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors le problème, si on se met à la place des collaborateurs qui peuvent faire, donc, c'est qu'il manque souvent de temps et de moyens ou de motivation d'ailleurs pour le faire post-formation, c'est-à-dire mettre en application les savoirs acquis. Une première solution à laquelle on pense, évidemment, c'est essayer de déporter cette responsabilité sur le manager ou sur le service formation, mais ils ont eux-mêmes les mêmes problèmes, manque de temps, de moyens, voire de motivation. Donc il faut trouver une autre solution. Et cette autre solution, c'est ce dont Virginie et Mathieu vont nous parler aujourd'hui, ce sont les plateformes digitales de formation, au sens le plus large d'ailleurs du terme, au sens d'écosystème digital de formation, qui va aider les collaborateurs finalement à faire. Donc voilà, des plateformes pour faire aux collaborateurs. C'est ça l'idée de ce matin. Mais je vais commencer par demander à Virginie de se présenter. Qui es-tu, Virginie? Eh bien, moi, je suis en charge des services professionnels chez Expertime et particulièrement intéressée par le faire du fait de ma fonction, mais aussi du fait que ça fait longtemps que je travaille sur les projets de développement des compétences et tous ces sujets. Je m'y implique particulièrement. Mathieu? Mais je suis directeur du développement chez Expertime, donc en charge des partenariats, du marketing et de l'équipe commerciale. Euh, voilà, et l'un des trois associés. Et nous n'avons pas de clients ce matin, mais il y a de nombreux clients d'Expertime qui ont mis en œuvre cette politique, cette approche du faire-faire. Donc, on aurait pu effectivement leur laisser la parole, mais on est déjà devant quelque chose d'assez dense ce matin. Vous avez les programmes de cette fin de matinée sous les yeux. Bon, évidemment, il est un peu divers, mais vous verrez que ce n'est pas au détriment de la cohérence d'ensemble, c'est-à-dire du faire-faire. On essaiera d'éclairer autant que faire se peut tous les mots qui sont utilisés là. Et une chose tout de même, oui, vous l'avez sous les yeux, vous avez la possibilité de chatter, de poser des questions, réponses. Je crois même que 2 sondages ont été prévus pour égayer notre fin de matinée. Donc n'hésitez pas, on essaiera de répondre à toutes vos questions ou de prendre en compte les contributions que vous souhaiteriez apporter à notre fin de matinée. Avant, vous avez donc ce programme sous les yeux. Je ne vais pas le commenter parce que je vais laisser, vous allez conserver quelques temps sous les yeux. Je vais laisser surtout à Mathieu le soin de présenter finalement ce qu'il appelle le pilotage des compétences, le pilotage par les compétences plus exactement. Et juste avant que tu commences, je mentionne Julie qui est au back-office. Merci Julie. C'est grâce à vous ce matin que tout est possible. Sans vous, rien ne nous arriverait de bon. Donc on compte vraiment sur vous tout au long de la fin de la matinée. Mathieu, à toi la parole. Ouais, juste pour donner un petit élément de contexte par rapport au thème de ce webinaire, le faire en formation. En fait, je trouve que c'est une très bonne illustration des enjeux qui sont décrits par Josh Bersin, mon dernier livre, qui parle des entreprises irrésistibles et qui évoque en fait tout ce changement de contexte qui est en train de se produire dans les entreprises à l'échelle mondiale, où on passe du boss au coach sportif, on passe des fonctions et des titres aux rôles et aux missions. On passe des directions de gros départements gérés comme des royaumes à des équipes et des réseaux d'équipes. Et tout ça, c'est parce qu'on a besoin de remodeler sans cesse en fait
la compétence et l'expertise professionnelle. Et tout ça requiert en fait de nouvelles familles de solutions, une évolution des outils avec lesquels on va travailler la compétence. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on va étudier ce sujet du faire-faire dans Et donc, le développement des compétences. il sera question de blended evaluation, de validation objective des compétences, d'application mobile évidemment, de micro-DOI, d'UGC, c'est-à-dire de User-Generated Content, ces contenus qui sont générés par les utilisateurs eux-mêmes, les experts de terrain, grâce aux nouveaux outils auteurs très simplifiés qui sont mis à leur disposition. On ne peut pas ne pas parler, on est en France évidemment, de la FES, c'est-à-dire l'action de formation en situation de travail, ou bien la formation tout simplement en situation de travail. Et puis forcément, on parlera de l'écosystème digital et en particulier du rôle central que peut avoir la plateforme LMS aujourd'hui, qui est un concept développé et de belle façon par Expertime. Donc, on va maintenant laisser la parole à Virginie, qui a souhaité traiter ce paragraphe, Blended Evaluation et validation objectif des compétences. Virginie. Donc, on peut déjà avoir en support le slide d'après, voilà, parce que pour parler de blended d'évaluation et de validation des compétences, il faudrait déjà un peu regarder comment on évalue actuellement. Alors, le petit diagramme que vous voyez là n'est pas un diagramme qui vient d'une analyse Gartner ou autre, c'est un sondage fait parmi nos clients sur ce qui était évalué par rapport à cette échelle de Kirkpatrick. Je ne sais pas si ça parle d'emblée à tout le monde, mais l'échelle de Kirkpatrick, on la voit là, c'est cette logique d'évaluer, disons, la partie réaction, sentiment, perception vis-à-vis d'une formation, en cours de formation, les logiques d'apprentissage, c'est comment on évalue le transfert de connaissances chez les collaborateurs. Et puis, comportement, c'est vraiment l'analyse du geste métier en situation de travail. Et quand on parle de résultats, on parle voilà, de l'impact de toute cette acquisition et d'évaluer en quoi ça peut avoir un impact sur l'entreprise, soit en termes de baisse de problèmes d'incidents clients, de qualité, mais aussi, puisqu'on est dans la logique formation, sur la capacité à faire évoluer les compétences métiers. Donc, le constat, c'est que la zone bleue et bleu foncé, elle est largement évaluée. Il y a plein de modalités pour le faire. Et pourquoi ? Parce que voilà, on est vraiment dans une approche où on mesure la formation dans une logique finalement de justification de l'achat de formation, quand même très centrée sur le contenu plus que sur la compétence. Et puis, même quand moi, ça me laisse un peu perplexe, et peut-être certains d'entre vous aussi, quand on vous pose à la fin d'une formation, comment comptez-vous appliquer ce contenu dans votre activité ? J'avoue que moi, en tout cas, ça me laisse gentiment perplexe, parce que même si c'est un début d'initiation de réflexion sur l'évaluation du comportement, on est quand même plutôt finalement dans du sentiment et de la réaction. Même si je réponds avec toute la bonne volonté du monde en fin de formation sur un sujet comme ça, probablement que mon activité, mon quotidien vont me rattraper et que je ne vais pas forcément appliquer le fameux contenu dans mon activité. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment l'un des enjeux, c'est derrière vraiment d'arriver, alors que la compétence, elle se développe en situation de travail dans la durée, c'est d'arriver à trouver un moyen de mesurer ce comportement et ce niveau de comportement et l'impact, en fait, dans cette approche. Et donc, effectivement, Virginie, là, cette étude que vous avez faite auprès de vos clients corrobore toutes les études du même type, à savoir notamment que la part consacrée à l'évaluation de l'impact de la formation
par exemple, sur le business ou sur les résultats qu'on en attend. Hein. Dans le modèle de Kirkpatrick, il est beaucoup question du ROE, du Return on Expectation, retour sur les attentes. Eh bien, cela, c'est vraiment la part congrue. Et donc, pour vous, il s'agit aujourd'hui de déciloter l'évaluation. Alors là, on a quelques écrans tirés de vos technologies qu'il te faut commenter, j'imagine. Oui, oui, quand je dis déjà, ne serait-ce que le terme déciloter, c'est que dès l'instant où on a acté que la réalité, c'est qu'on mesure surtout le contenu et qu'on est dans une logique finalement d'évaluation assez dans des temps en silo. Déciloter, ça veut dire quoi? Déciloter, ça veut dire inscrire vraiment la logique d'évaluation dans tout le parcours, la continuité du parcours pédagogique, avec la bonne modalité, au bon moment et par les bonnes personnes. Déciloter, c'est aussi impliquer le tuteur, le référent métier, le manager. Et pour ça, la plateforme, il faut qu'elle offre toute la richesse en termes de modalités de questions, des formats de questions à poser, avec pouvoir capitaliser sur une banque de questions pour pouvoir exploiter ça dans l'intégralité du parcours pédagogique, des typologies d'épreuves ici qui vont au-delà voilà, des typologies qu'on connaît plus classiquement enquêtes, même si elles sont très nécessaires, hein, les enquêtes à chaud, etc., et les quiz donc d'évaluation sommative. Et puis, pour aboutir à quoi? Pour aboutir aussi à proposer avec des niveaux, des questions de différents niveaux et des logiques de compétences hein, pour pouvoir fournir finalement une vraie visibilité sur le radar des compétences. Si je prends un exemple très concret de ça, imaginons un parcours pédagogique où je vais commencer par un test de positionnement pour finalement personnaliser le parcours et que ne pas inviter le collaborateur à suivre des sujets qu'il maîtrise déjà. Derrière, je vais avoir une logique peut-être de quiz un peu ludique pour ancrer, désacraliser aussi ce qu'est l'évaluation. Derrière, à d'autres moments, je vais avoir une logique d'ancrage adaptatif pour vraiment ancrer les connaissances sur les logiques d'ancrage mémoriel. Donc, ce sont les épreuves ici adaptatives que peut proposer la plateforme. Et puis, à un moment donné, je suis en situation de travail et j'ai des observations sur le terrain de gestes métiers, d'attitudes métiers par des tiers. Et puis, en ce qui concerne aussi la capacité à évaluer les compétences comportementales, hein, elles ne sont pas très faciles finalement à étudier, la possibilité de proposer des feedbacks 360. Si je prends vraiment illustré, on a 3 clients aujourd'hui qui utilisent notre module de feedback 360 dans le cadre de leur activité. Il y en a en tout cas chacun a une approche différente et des cibles différentes, toutes selon l'utiliser là sur un modèle de leadership en l'occurrence. On va avoir, mais que ce soit Stellantis, qui aujourd'hui l'utilise, ce 360 pour former son top management et ses talents. Que ce soit Renault, qui l'utilise dans le cadre de son programme Manager Coach, ou que ce soit Leroy Merlin, qui l'emploie dans la logique de son programme Tous Leaders, elles ont tout en commun quand même d'avoir mis ça en place, pas un 360 juste comme ça, mais dans une logique où on va évaluer un premier positionnement. On a des logiques de formation, soit en mode communautaire, soit individualisé, du coaching individuel, soit on est dans cette logique de programme animé de tous leaders chez Leroy Merlin, et à la fin, on va, dans 6 mois, dans 1 an, repartir sur les mêmes logiques de feedback 360. Donc, tu as lancé le mot qui plaît aux oreilles de Mathieu, puisque tu as parlé de coaching, et on va passer au deuxième point de notre agenda. Mathieu, là, on est en terrain conquis avec toi, j'imagine.
Bah, écoute, ce sujet coaching, c'est un sujet qu'on est allé chercher il y a déjà quelques années. Donc, c'est un sujet qui s'approfondit pour nous aussi dans la durée. Il est né dans le dialogue avec Hervé Vial, qui était directeur de Renault Academy il y a quelques années, et qui utilisait effectivement nos solutions pour évaluer les savoirs. Et donc, c'était avec pas mal d'enjeux, puisque un réseau mondial technique et commercial qui ne pouvait pas s'occuper des véhicules, les vendre ou les réparer, évidemment, sans avoir validé des connaissances. Et puis le sujet, ça a été, mais finalement, c'est bien de savoir ce que savent les équipes, mais est-ce que ça serait pas encore mieux de savoir ce qu'ils font de ce qu'ils savent? Et donc est née comme ça une expérimentation autour des possibilités de coacher, et puis un programme d'habilitation qui aujourd'hui effectivement combine les savoirs théoriques avec les capacités pratiques observées sur le terrain. Merci Mathieu, mais avant que tu ailles plus loin et avant que je me fasse taper sur les doigts par Julie, on va lancer le sondage quand même. Ok. Sinon, elle va m'en vouloir. Oui, on va te préserver, Michel. Sondage. Voilà. Vous avez un onglet sondage sur la plateforme Livestorm et la question posée est la suivante. Personnellement, à quel rythme souhaiteriez-vous avoir du coaching terrain? Ça se remplit bien. Ah, il y a deux rythmes qui l'emportent, hebdomadaire et mensuel. Je vois que le quotidien a été un peu mal placé dans la liste. Il aurait dû arriver en premier. Ah oui, d'accord, c'est par rapport aux résultats, je comprends. Ah oui, oui, c'est Ouais. par rapport aux résultats. Bon, il y en a quelques-uns qui disent jamais. Hein. Le coaching, c'est pas pour moi. On va peut-être pouvoir clôturer, Julie, et puis je vais demander à Virginie, ou plutôt, c'est le sujet là de Mathieu, donc je vais plutôt demander à Mathieu de commenter les résultats de ce sondage, Mathieu. Alors, en fait, on est sur une évolution progressive et qui est très liée à ce que permettent aussi les solutions aujourd'hui. Donc, on est dans une dynamique de changement. Je pense qu'en fait, c'est surtout ça. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, si on s'occupe avant tout des compétences, les compétences, c'est quelque chose qui se travaille de manière cyclique, dans la répétition, dans l'amélioration continue, et donc pas de manière événementielle, hein. Donc, et on a affaire à la fois à ce besoin qui est de finalement la compétence comme une pâte à modeler à retravailler en continu, parce que chaque année, le contexte fait qu'il y a des ajustements. Et puis ensuite, il y a des générations qui sont aussi dans une attente de feedback beaucoup plus régulier. Et il est juste indispensable de savoir tenir compte de ça. Donc, je pense que c'est un sujet d'agilité aujourd'hui, d'engagement des collaborateurs, de fidélisation des collaborateurs aussi. C'est-à-dire que finalement, ce qui fait l'attractivité d'une entreprise, c'est aussi sa crédibilité à développer mes compétences. Voilà, parce que ça fait partie de ce qui a du sens pour moi. Et donc, comment est-ce qu'on facilite la vie de tout ça? Il faut accompagner le changement donc en situation de travail. Il y a un enjeu effectivement de simplification, et l'app mobile va permettre de capter et d'orchestrer beaucoup plus facilement en fait cette activité-là. Donc c'est tout le sens. En fait, c'est des choses qu'on faisait nous sans app mobile. Mais aujourd'hui, le faire avec l'app mobile, c'est changer quelque part de dimension pour effectivement aller également en accompagnement, par exemple, d'équipes commerciales, en accompagnement d'opérateurs, je dirais,
dans les usines. Enfin, il y a cette capacité comme ça à aller travailler aussi le geste métier, que ce soit alors sur des métiers techniques, mais aussi on va avoir les savoir-être qui sont des savoirs plus subtils. Et on comprend bien que tout ce qui est savoir un peu subtil se travaille comme une laque chinoise dans la durée. Et donc, c'est avec des logiques de feedback continu, avec une culture aussi qu'on a de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui avancent beaucoup plus vite, qui se renouvellent beaucoup plus régulièrement en termes d'offres services et d'offres produits ou de go-to-market, etc. Et ça suppose effectivement qu'on sache accompagner les équipes aussi à ce rythme dans une régularité. Donc, voilà le rôle qui est. Et on voit là la notion de nano-coaching et de cycle. Donc, en fait, on procède là en fait de façon continue. Hein, et il y a aussi un décilodage qui est en jeu, là, de la même façon que Virginie parlait de décilotage sur l'évaluation. Et alors, évidemment, le risque avec le nano-coaching auquel on peut penser tout de suite, c'est le risque d'une espèce d'éclatement, de perte de sens. Est-ce qu'on arrive à construire une vision, une perspective sur le développement de la compétence par rapport à ce nano-coaching? Et là, en fait, vous avez une réponse à ça qui est le travail de la compétence avec les missions. Donc, le coaching ne perd pas de vue, ce nano-coaching ne perd pas de vue qu'il y a une big picture, il y a quelque chose de plus large qui est derrière et qui se construit. Exactement. Alors là, on va aller voir d'ailleurs comment on construit ce sens dans la durée. Mais effectivement, là, qu'est-ce que c'est une interface d'app mobile qui permet notamment voilà, de travailler les missions. Donc, ça fait partie de cette activité dans la montée en compétences et qui permet effectivement, il y a une app mobile, elle est toute faite pour faire une captation audio, une captation vidéo. Quand on est sur du web, on ne peut pas réellement transférer de la vidéo. Si on est sur une app mobile, on va pouvoir transférer une vidéo. Donc ça a du sens. Chez Renault, par exemple, dans une pratique qui s'est développée avec succès, c'est le comportement qui est travaillé sur l'acte commercial des vendeurs, qui demandent l'autorisation à leur interlocuteur de pouvoir, dans un contexte de travail de la compétence, enregistrer un échange. Et cet échange est communiqué à un coach qui va pouvoir faire un feedback. Et on voit bien qu'on travaille voilà, la finesse de la compétence. Alors, on peut passer Et c'est ce effectivement à qu'on la c'est ce qu'on suite. a, c'est ce qu'on a à l'écran, Non, là, alors, Mathieu. Non, c'est là, oui, notre client, là. alors ça, c'est en fait, Renault travaille effectivement désormais avec notre application mobile qui est en cours de déploiement là. Mais cette pratique que je viens de décrire, c'est faite avec notre partenaire d'ailleurs qui nous a aidé à développer notre app mobile, qui a déjà déployé cette logique chez Renault. Et en fait, on est sur une visée, on va le voir un peu au cours de ce webinaire, mais sur une visée de consolidation des usages pour pas que les choses soient compliquées à la fois à piloter et pour les apprenants. Donc voilà, converger sur une seule solution. Et Alors pour la toujours dans le partie cadre de... compétences, Oui, excuse-moi. c'est sur le slide suivant qu'on va effectivement comprendre un Oui, peu. c'est ce que je voulais Voilà. voir, c'est-à-dire effectivement que là, l'app mobile est évidemment l'outil idéal pour faire les observations terrain, les consolider dans le système. Bah, en fait, justement, cet effet de sens, c'est l'articulation, c'est l'agencement global entre des activités que tu peux mener, de missions, d'observation, observation facile, c'est-à-dire que moi, on a compris qu'en fait, les personnes qui sont dans un rôle d'observation, ça va pouvoir être effectivement un coach, un père, un tuteur, un manager. Alors le manager, ouais, à réflexion pour voir quel rôle on lui donne. Mais là où tu vas créer du sens, c'est avec la perspective de progrès dans un profil de compétences. Et donc, c'est ça qui met dans une dynamique et qui met également en énergie, c'est-à-dire, voilà, comment est-ce que je passe de la ceinture blanche à la ceinture noire
dans telle ou telle fonction. Et c'est un peu cette différence entre on va dire les superstars dont les entreprises ont eu l'habitude de s'occuper depuis très longtemps avec la gestion des talents, et les rockstars qu'on pourrait voir comme des personnages différents qui ont, par exemple, qui vont gratter une guitare toute leur vie si on prend la rockstar. Donc c'est pas pour changer si tu veux, d'activité, c'est pour être le meilleur dans son activité. Et donc ça permet de scénariser l'occupation d'une fonction dans des entreprises qui sont plus plates et où la manière de se différencier, c'est pas forcément dans une ascension hiérarchique, mais c'est dans une maîtrise et une preuve, une réputation de compétences qui permet peut-être d'aller sur des projets plus intéressants. Donc on est dans cette logique-là. Et ce qui est important, d'ailleurs, on a mené hier un atelier avec des clients sur le sujet justement de la FEST et de ces sujets de pilotage de compétences. Et, euh, et, euh, et ce qui ressort aussi, c'est qu'il faut avoir de l'agilité pour, dans certains cas, avoir une compétence très structurée sur 3, 4, voire plus de niveaux. Et puis, dans d'autres cas, avoir simplement une jauge qui permet de manière très agile d'indiquer un niveau de compétence. Donc, on est à la fois dans le très simple et dans le très structuré. Dans le structuré, Virginie tout à l'heure parlait de Stellantis, c'est une des pratiques de Stellantis depuis très longtemps qu'on accompagne, c'est piloter les compétences de la filière maintenance. Il y a près de 40 000 personnes dans la filière maintenance qui sont derrière des chaînes de production avec des technologies qui évoluent d'année en année. Et il est très important de savoir si on a effectivement une équipe capable voilà, d'assurer les besoins de maintenance avec l'évolution des technologies. Donc voilà, c'est un peu cette agilité, ces effets de sens. Avant d'aller plus loin, Mathieu, deux choses. Déjà, tu as parlé des managers en disant, et après, il va falloir voir dans ce cadre-là comment le rôle du manager évolue. Je rappelle que nous avons écrit ensemble, il y a déjà au moins 2 ou 3 ans, un livre blanc qui portait sur le managing coaching, le manager coach. Et je pense que tout ce qui a été dit à cette époque, il n'y a pas une virgule à y changer, sauf peut-être y infuser un peu d'innovation technologique, parce que les choses ont bougé depuis. Mais c'est d'un autre partenaire dont je voudrais parler dans ce cadre-là, puisque la question est posée par Fabienne, qui parle du taux, du pourcentage et du taux d'implication des RH dans ce modèle. Autrement dit, vous avez parlé de Stellantis et d'autres clients. Est-ce que ça se fait entre le manager et le collaborateur, ou est-ce que les RH sont réellement impliqués là-dedans, dans ce processus? Je pense que les RH sont. Alors, c'est vrai que là, chez Stellantis, le cas de figure que j'ai évoqué, les RH n'étaient pas impliqués pour la filière maintenance. C'est vraiment une filière métier qui adresse ses propres enjeux. Donc, tous les cas de figure vont se présenter. Puisque tu as la Bien. parole, tu la conserves sur un sujet qui, décidément, on a parlé de nano-coaching, on va parler de micro-doing, tout ça est en train de se rétrécir de façon, on est en train de se transformer en atomes, là, c'est terrible. Mais enfin, il s'agit bien quand même d'utiliser le e-doing pour ancrer la formation par l'action. Alors, j'aime bien ce schéma que tu nous as transmis et que tu vas nous expliquer maintenant. En fait, le micro-doing, le e-doing, c'est une nouvelle poche d'innovation qui a émergé là depuis enfin, 1 ou 2 ans. Je crois d'ailleurs qu'on a dans les gens qui assistent au webinaire des acteurs qui sont des spécialistes de ce domaine. Je dirais ça fait partie de ces sous-familles comme ça qui ont émergé depuis une dizaine d'années et qui sont la preuve de l'importance que notre secteur d'activité aujourd'hui représente. Et, euh, et donc là, l'activité, en fait, c'est effectivement ce qu'évoquait Virginie tout à l'heure sur la difficulté de passer à la mise en pratique une fois qu'on a acquis des connaissances. C'est évidemment
un enjeu majeur. Donc, comment est-ce qu'on peut faciliter ça? On est en fait dans l'utilisation d'un algorithme qu'on utilise également pour faire l'ancrage des savoirs. Là, on est plutôt dans les logiques d'ancrage des comportements. Et donc, en post-formation, avec une temporalité qu'on va pouvoir définir, c'est aider à ces moments réflexifs pour l'apprenant sur ce qu'il réussit à mettre en pratique ou pas, la possibilité de réagir sur effectivement ce qui l'empêche de faire ces mises en pratique. Et puis, voilà, quand les choses sont résolues, on cesse d'interpeller sur le sujet et au contraire, on a un peu plus d'endurance si les choses sont plus compliquées. Et puis après, on peut décider soit de garder ça de manière discrète pour le collaborateur ou au contraire de dire, bon, bah, c'est aussi l'occasion de partager avec l'accompagnant sur la résolution des difficultés. Et là, on a un bel exemple d'application dans le domaine de la relation client. Exactement. Et donc l'idée, c'est finalement, on a des équipes, on veut les amener au même niveau de compétences et d'efficacité, et on va tenir compte voilà, des progrès de chacun pour pas avoir une approche complètement uniforme pour tout le monde. C'est l'objectif, c'est d'arriver au même endroit. Donc c'est tous les sujets de l'individualisation des cours, l'individualisation des parcours, l'ancrage des savoirs et l'ancrage des comportements. Merci Mathieu. Virginie, tu as tellement de choses à dire que tu dois piaffer d'impatience. Alors, je vais te laisser la parole maintenant, surtout que c'est un sujet là aussi, qui te tient à cœur, c'est-à-dire transmettre finalement dans l'action grâce à l'UGC. Alors l'UGC dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement aujourd'hui, la production de contenu e-learning, digital learning, etc., n'est plus réservée à des sachants en petit nombre dans l'entreprise, à ces concepteurs multimédia qu'on connaissait autrefois. Ils existent toujours sur des gros projets, mais elle s'est très largement démocratisée, cette production de contenu, grâce notamment à des outils qui sont très simples d'utilisation. Alors, je voudrais évidemment avoir ton point de vue là-dessus. Mon point de vue, il commence quand même par une interpellation, parce que là, cette fois-ci, c'est vraiment une enquête Gartner de 2019, donc qui date même de quelques années, et disant que les directions formation, à 80%, mettaient en place de l'UGC. Alors, je n'avais pas du tout ce sentiment parmi nos clients, en tout cas, c'était le cas. Et donc, l'analyse vient quand même sans doute du fait de c'est quoi quand on définit la création de contenu par les utilisateurs. Déjà, c'est qu'est-ce qu'on produit, hein, parce que c'est faire, ça c'est sûr, c'est produire quelque chose, mais déjà, c'est que produit-on. Et là, finalement, c'est vrai que s'il y a plusieurs niveaux d'actes de création qui ont tous plus ou moins un rôle de transmission. Ça va du commentaire libre, hein, celui qu'on connaît sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, mais qui est déjà un acte finalement de contribution de contributeurs. Il y a un deuxième niveau qu'on va pouvoir mettre en place aussi dans les plateformes et qui a peut-être été mis en place, qui l'est souvent hein, d'ailleurs par les directions formation, c'est tout ce qui est animation en cohorte autour d'un cours ou d'une ressource, où on va demander aux gens de participer, de partager leur retour d'expérience. Et là, on est déjà dans un autre niveau hein, d'implication et de production, voire même des petites productions actives qui vont être à l'issue d'un sujet, de produire un article, une analyse, quelque chose vraiment, voilà, de stimuler par la plateforme. Et puis le dernier niveau de ces productions, alors c'est celui que ont certains de nos clients, mais pas tous, hein, qui est de permettre aux utilisateurs eux-mêmes, collaborateurs, de produire leurs propres tutoriels, fiches pratiques pour les partager avec leurs pairs. Et ça a énormément d'impact. Alors, une fois qu'on a défini quels étaient
ces productions, est-ce que c'est vraiment apprenant de faire? Est-ce que de produire quelque chose, voilà, c'est apprenant pour qui? Donc, analysant ça, on se dit, bah, bien sûr, tu l'as dit même, Michel, c'est apprenant pour l'auteur. Celui qui va être dans cette logique de transmission, qui va créer son tutoriel, il est déjà dans ce niveau de Kirkpatrick qui est en transmettant, j'ancre ma connaissance et je suis même dans presque un niveau de métacognition puisque je sais analyser une situation et aller proposer donc une manière donc d'expliquer mon geste métier pour les autres. Donc on est vraiment dans ce transfert, mais ça a aussi des bénéfices au niveau de l'ensemble des collaborateurs qui vont être, au lieu d'être dans on va dire dans un engagement passif, vont être stimulés, si on décide de mettre sur un cours, par exemple, d'inciter les gens à donner des retours d'expérience, peut-être même avec des tactiques de points, etc., pour les stimuler en tout cas leur implication. On est aussi dans une logique d'engagement par le faire. Et ça, c'est aussi très intéressant. Quant au niveau de l'organisation, c'est apprenant bien sûr pour l'organisation, en premier, et c'est bénéfique au département Learning and Development, parce que tous ces experts métiers aujourd'hui dont on dit qu'on a du mal à capter la compétence clé, si ces experts ils partent demain dans une autre société ou qu'ils partent à la retraite, il n'y a eu aucune captation de ces compétences. Tandis que les inciter à faire des tutoriels, à partager eux-mêmes leur expérience, bah, on verra sous certaines conditions, c'est quand même une manière de capter cette compétence et de la transmettre dans l'entreprise, y compris de la transmettre au-delà de l'organisation, aux partenaires, aux clients. On a vraiment des clients qui font faire des tutoriels donc par leurs collaborateurs et qui sont partagés dans des logiques de portail de learning partenaire ou d'expérience client. La plateforme là-dedans, son rôle, c'est de réguler. Son rôle, c'est de réguler, de réguler au sens incitation, c'est-à-dire de permettre d'avoir, comme tu le disais, on ne va pas transformer les collaborateurs en des concepteurs ou des ingénieurs pédagogiques qui vont utiliser des solutions auteurs compliquées. Il ne faut surtout pas les emmener sur ce terrain, sinon on ne capte pas. Donc, il faut que la plateforme propose des outils auteurs simples qui vont permettre de faire ça. Il faut qu'elle propose aussi de quoi animer des communautés pour inciter justement à ce partage et à cette production. Et puis, on peut se dire, mais oui, et la validation dans tout ça? Parce que si on laisse tous les collaborateurs produire, est-ce qu'on ne produit pas du garbage, on fait aussi des choses qui n'ont pas de valeur finalement, qui ne développent pas la compétence. Là, c'est assez intéressant de voir qu'on a des clients qui ont des approches très différentes là-dessus. Il y en a qui reposent parce que c'est dans leur culture, Leroy Merlin, Decathlon, sur une validation naturelle via le Net Promoter Score, c'est-à-dire que les contenus les moins intéressants, ils vont se retrouver de facto relégués parce qu'ils n'auront pas beaucoup d'étoiles, parce qu'il n'y aura pas de bons commentaires dessus, alors que ceux qui ont de la valeur vont se retrouver en haut des catalogues de la promotion. Et puis les workflows d'autres approches, bien sûr, si on est chez Lefebvre Dalloz, on ne va pas laisser un étudiant écrire un article sur du juridique ou un expert même produire un article sur du juridique sans qu'il y ait un workflow de validation. Et ça, la plateforme, elle peut proposer tous ces outils de modération. Eh bien, je te remercie vivement parce que j'ai enfin compris toutes les dimensions de User-Generated Content. Et puis avant, puisque tu as la parole, de te laisser aborder le sujet de la FES, qui évidemment est très, très complémentaire à ce qu'on vient de dire, je ne résiste pas à rappeler que le client Xperteam Decathlon a gagné un trophée des Digital Learning 2022 avec un magnifique et qu'il prendra la parole, ce client,
la semaine prochaine, le 24 novembre, dans le cadre de la conférence des lauréats qui se tient dans les salons du prestigieux hôtel Lutetia à Paris. Il reste encore quelques places disponibles. Si vous voulez les saisir, on ne les met pas aux enchères. C'est encore possible. Alors, je voudrais maintenant que tu nous parles effectivement de la FEST. On aurait pu parler du modèle 70-20 parce que quelque part, la FEST aussi ressemble beaucoup, mais à la mode française, au modèle 70-20, à la mode anglo-saxonne. Mais on va pas aller là-dedans. J'ai écrit une série d'articles avec mon ami Jean Recoulier, qui est le patron du digital learning de Safran, sur ces questions et sur le rapprochement entre la FEST et le 70-20 qui figure dans e-learning letter. Donc, je vous y ramène si vous êtes intéressés. Alors, on va peut-être commenter ces chiffres, 380 000 résultats, 13 800. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, Virginie? Écoutez, là, on voit, hein, si vous tapez AFEST, alors moi je l'ai tapé avant-hier ou hier, je ne me rappelle pas, si vous tapez AFEST, hein, simplement le terme AFEST sur Google, vous obtenez 380 000 résultats. C'est démontré quand même l'intérêt du sujet récemment. Si vous tapez référent AFEST, hein, vous obtenez quand même 13 800 résultats qui sont des propositions, des guides bien documentés, hein, très bien faits sur comment mettre en œuvre une AFEST, des formations référents à AFEST, de qualité. Enfin voilà, il y a profusion d'offres et d'intérêt sur le sujet, mais on s'aperçoit dans Google Trends que c'est pas si récent que ça, cet intérêt pour, du moins le terme AFEST, Action de formation en situation de travail. On pourrait penser que c'est la loi Avenir Pro de 2018, et on le voit, hein, qui a relancé un gros intérêt sur le sujet, mais la réalité, c'est que dès 2004, le terme était recherché parce qu'il y avait la loi de l'or qui parlait la réforme de l'or qui parlait du même sujet. Et on pourrait remonter jusqu'au Moyen-Âge, hein, parce que la FEST, c'est le compagnonnage. Personne n'a attendu, en effet, qu'on mette ça dans une réforme de la formation pour penser que c'était une bonne pratique de développement des compétences. Virginie et Mathieu, j'allais vous poser une question, mais Julie a répondu à la question, elle propose tout de suite le sondage. Donc, avez-vous mis en place une AFEST? Onglet sondage. Oui, nous l'avons généralisé sur plusieurs métiers. Oui, nous avons formé des référents. Je pense, car nous formons beaucoup sur le tas. Non, pas encore. Qu'est-ce que ça va donner? « 17 votes. C'est pas si simple de répondre à cette question. C'est-à-dire qu'en fait, Virginie, comme tu es à l'origine de ce sondage, tu aurais pu rajouter un item, je ne sais pas. Auquel penses-tu? Ah, l'item, je ne sais pas. Ah oui, l'item, je ne sais pas. Plutôt que le nom, pas encore. Ah oui, oui, oui. Mais oui. Là, le problème, c'est qu'il est possible que cet item aurait largement rempli le sondage. Bah, cet item, Michel, c'est un peu la réponse piège qui était, je pense, car nous formons beaucoup sur le tas. Enfin, c'est piège. C'est le ça, le je ne sais pas. C'est-à-dire que on va voir que former sur le tas n'est pas forcément une AFEST, qui a des critères pour que ça le devienne. Mais les gens, je pense, qui ont mis, je pense, car nous formons beaucoup sur le tas, sont dans cette logique. Ils se disent, tiens, on est quand même... Ça rentre dans nos pratiques métiers, mais former sur le tas, est-ce que c'est une AFEST? Voilà. On va pas commenter ce sondage, si ce n'est pour dire qu'il y a encore beaucoup de boulot, parce qu'entre ceux qui répondent non pas encore et ceux qui disent je pense, mais finalement, j'en suis pas vraiment sûr, on arrive à 90% quasiment de notre audience. Alors, je ne dis pas que ces 90% traduisent finalement une généralité dans les entreprises françaises, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus.
Je ne voudrais pas qu'on passe à côté du dernier chapitre qui porte sur les technologies et sur l'offre Expertime. Donc, là, nous avons 3 slides sur la FEST. Il est déjà 45. Allez, je te donne jusqu'à 50, Virginie, pour boucler le truc. Tu as 5 minutes. Bon, je vais essayer de faire même plus court. Génial. En bref, là, en effet, la FEST, la réalité, c'est que toutes les entreprises sont concernées parce que c'est vraiment une des modalités qui permet d'obtenir une grande efficacité dans le pilotage des compétences, hein, cette logique donc du faire. Mais il y a des enjeux un peu plus presque stratégiques et réglementaires pour les entreprises. Quand vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, bien déployer la FEST, hein, le faire dans les règles de l'art, c'est important pour obtenir les financements des formations. Quand vous êtes un organisme de formation ou une OPCO et donc beaucoup produisent des services hein, autour de formation de référents à FEST ou d'accompagnement au déploiement, ils pourraient, en le déployant, proposer même des services partagés à leurs propres clients pour qu'ils puissent suivre. Derrière, on verra le déploiement de la FEST. Et puis pour les entreprises de plus de 50 salariés, il ne faut pas oublier là qu'on a cette réforme avec 2020 qui a durci les conditions sur l'obligation de formation. On n'a plus le droit de compter comme du temps de formation, là, du bilan de formation des collaborateurs, les logiques de formation obligatoire. Il y a une amende quand même, enfin, c'est pas une amende, on va dire, une contribution de 3 000 € hein, si on ne respecte pas ces obligations, d'avoir pendant les 6 ans, fourni suffisamment de formation. Donc, il y a un enjeu pour tout le monde. Sur le slide d'après, quand on a dit ça, on a dit c'est quoi les bons critères finalement pour une AFEST. Alors on en trouve parfois 4, 5, 6. Moi, j'avais été formée avec cette logique qu'il y avait 7 critères à respecter. Tous, il y en a qui sont des évidences, hein, la situation de travail. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est presque tous les autres. Ça s'inscrit, la FEST, ça n'est qu'une modalité qui s'inscrit dans un parcours pédagogique. Elle implique quand même, elle va beaucoup impliquer le service formation et les métiers dans la décomposition des gestes métiers qui font l'analyse d'une situation de travail. Ça veut dire que c'est toujours accompagné d'un formateur ou d'un tuteur qui a été désigné en amont. C'est pas, tiens, allez hop, on la met en place au dernier moment. Et puis, l'importance des phases réflexives, parce que ce qu'il faut, c'est impliquer le collaborateur dans la compréhension qu'il a eue de son geste métier, de ce qu'il a fait, bien fait, de comment il pourrait faire mieux, de proposer même des améliorations. Et puis, ça implique d'évaluer ça tout au long du cycle. Alors, ou à la fin, mais le mieux, c'est comme de le faire tout au long et à la fin. Et le 7e critère, voilà, c'est d'appliquer tout ça. Donc, justifier tout ça et le justifier, ça va sur des expérimentations, on peut mettre un document Word de suivi, bien entendu, avec un certificat si on a quelques collaborateurs. Mais quand on en a 100, 10 000, 30 000, c'est une autre affaire. Et vraiment, la logique de la plateforme, c'est qu'elle peut permettre de passer de l'action de formation, de l'expérimentation, à la limite, de plusieurs actions de formation, à la très grande échelle, à la grande échelle, en incluant, en parlant de formation en situation de travail, c'est-à-dire cette généralisation qui va permettre d'inscrire l'action de formation en situation de travail dans un ensemble de cycles de montée en compétences qui vont commencer par des parcours avec peut-être du learning, des ressources pédagogiques, de l'évaluation des connaissances, et puis ces modalités du faire qui sont les missions, la mise en pratique, et puis l'observation par des tiers. Et ça avec les outils, bien sûr, de mobilité qui vont avec, et cette notion de cycle. C'est d'autant plus important que les retours qu'on a des experts certifiés de la FEST aujourd'hui, c'est que faute de solutions, ils ont des actions individuelles qui sont jugées très pertinentes, mais ils réussissent pas du tout à passer effectivement à une dimension plus importante. Donc il y a un vrai besoin de simplification et d'outillage en fait de la démarche. Alors, Virginie, avec ce dernier slide, justement, là,
quelle transition idéale pour Mathieu, parce que dans ce qu'on a entendu jusqu'à présent, qu'il s'agisse du micro-doing, qu'il s'agisse de la FEST, qu'il s'agisse du nano-coaching, etc., on voit bien que le problème, c'est le suivant. C'est, bon, très bien, on est capable de servir individuellement quelques personnes, mais les organisations modernes souhaitent que toutes les personnes soient servies. Tous les collaborateurs bénéficient de ces services. C'est ce fameux passage à l'échelle qui est la traduction du terme de scalability en anglais, qui dit bien ce qu'il veut dire. Il s'agit au fond de généraliser ces pratiques, mais avec un enjeu à la clé qui est on généralise, mais en même temps on individualise. Donc comment généraliser des pratiques tout en les individualisant? Et là, je pense que c'est peut-être pour répondre à la question d'Anthony tout à l'heure sur quelle différence entre le micro-doing et le e-doing. Je pense qu'on peut imaginer du micro-doing sans plateforme, mais ça ne va pas aller très loin. Et le e-doing, c'est ce micro-doing qui est, comment dirais-je, équipé, outillé par la plateforme digitale qui permet de lui donner sens, sinon on n'irait pas bien loin. Donc, je vais te réserver la fin de notre webinaire, mon cher Mathieu, sur cette question au cœur du sujet, qui est le passage à l'échelle. Et au fond, tout ce qu'on vient de voir s'harmonise à l'intérieur d'un écosystème que tu appelles l'écosystème LND, plutôt que l'écosystème digital de formation. Et voilà, j'aimerais tes lueurs sur cette question. Oui, merci Michel. Bah, écoute, la proposition de valeur, effectivement, qui nous semble importante, en tout cas qui est celle qu'on cherche à délivrer, c'est un système d'engagement tout en un. Donc, qui va centraliser les fonctionnalités les plus utiles. Alors, avec un focus qui est sur le développement des compétences, c'est-à-dire ça nous paraît être la bonne échelle pour adresser l'ensemble du sujet et garder de l'agilité, garder de la vitesse, avoir suffisamment de finesse, pouvoir être dans le dialogue avec les clients sur ces sujets de perfectionnement de nos solutions. Ça nous paraît être la bonne échelle. Ça résout en fait une problématique que j'évoquais tout à l'heure, qui a été l'emballement pour tous ces sujets de développement de compétences avec toutes ces sous-familles qui ont émergé depuis 10 ans, avec des études qui ont montré que en moyenne, les entreprises ont fait plus que doubler de volume de solutions utilisées. Je crois qu'en 7 ans, on est passé de 10 à 24 en 7 ans. Et donc, il y a un effet de saturation pour les équipes qui pilotent les dispositifs, qui sont incapables de gérer autant de back-office, pour les DSI qui ne vont pas pouvoir intégrer tout ça, pour les apprenants qui ne savent plus où ils habitent. Il y a une étude dans le monde du retail de l'université de Cornell aux États-Unis qui s'est aperçu qu'en fait, les collaborateurs perdaient en moyenne 60 minutes par jour à circuler entre les différents outils qui leur sont proposés. Donc on voit bien la difficulté, la perte de sens global. Ensuite, il y a des aspects de coût de licence qui se cumulent, de vision consolidée qui n'est pas là. Donc voilà, donc il y a un nouveau périmètre. Je ne vais pas illustrer toutes ces bulles, mais qui sont en fait autant de sous-familles qu'on a décidé de porter au sein d'une solution unifiée qui est le XLMS. Ce qu'on a vu, donc aujourd'hui, on a vu quand même les sujets d'évaluation et de la blindée d'évaluation. On a vu le sujet du pilotage avec les radars de compétences également. On a vu la capacité à diagnostiquer, et pas uniquement de la connaissance, mais des power skills avec le feedback, les notions d'ancrage à la fois, pas uniquement sur les savoirs, mais aussi sur les comportements. Et puis la notion de coaching continu, qui est évidemment voilà, un sujet important. Et tout ça ne peut aujourd'hui réellement trouver son efficacité maximale qu'avec une application mobile, mais qui n'est plus aujourd'hui pour nous je dirais une intégration d'un player mobile first, mais réellement une application native qui va justement restituer un peu tous ces enjeux pour l'apprenant et pour les acteurs de la compétence. Avant de passer à la prochaine planche et de conclure notre webinaire,
Je voudrais que tu touches un mot sur Moby Teach, qui a remporté un grand succès pendant notamment le confinement et l'organisation du télétravail, avec l'avènement évidemment du live, la formation live à distance. Donc peut-être tu peux en toucher un mot. Et alors je suis curieux de savoir où est-ce que tu l'inclus dans la bulle animée, c'est ça? Où est-ce que Voilà, tu c'est le... animé alors avec ces acronymes un peu cryptés qui sont les acronymes anglo-saxons, c'est ILT et VILT. Et donc, c'est l'animation de formation. ILT, c'est Instructor-Led Training et VILT, c'est Virtual Instructor-Led Training. Et effectivement, l'évolution de Moby Teach au moment du confinement, ça a été de s'émanciper de l'animation du présentiel pour devenir capable également de faire l'animation à distance ou en comodalité. Mais pendant le confinement, c'était évidemment à distance. Et avec des enjeux de clients, notamment celui qui nous a marqué le plus, c'était Decra, qui avait 2 jours pleins d'animation présentielle et qui ne voulait pas faire je dirais de la réunion de formation en ligne, en visio, mais voulait garder la même qualité d'animation et d'interactivité avec les apprenants sur des formations de 2 jours à distance et qui ont été des succès à notre première surprise, je te l'avoue. Voilà. Mais et donc aujourd'hui, c'est une brique qui fonctionne soit de manière autonome, soit intégrée à d'autres LMS, mais c'est évidemment une modalité de notre propre plateforme qui a vocation à offrir tout de l'asynchrone et du synchrone. Faire, c'est devenir learner-centric. Ben C'est oui, ça ta en fait, conclusion? bah, c'est ça, je crois Enfin, que bonne finalement, conclusion. en prenant un peu de recul par rapport à tout ce mouvement, bon, moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans ce secteur. Et effectivement, pendant très longtemps, on a été avec des apprenants autour d'une formation, autour d'un cours. Bon, ce cours, il est devenu blended, mais c'était toujours un peu, je dirais, une façon d'adresser la masse. Et là, on a vu ensemble aujourd'hui, bah, finalement, qu'on est capable d'individualiser le regard porté sur les collaborateurs et la manière de faire évoluer leurs compétences. Donc, l'apprenant au cœur des attentions, euh, mobilisé par des profils de compétences et équipé par effectivement bah, les ressources, les cours, la FEST et également les acteurs, formateurs et coachs. Donc je pense que voilà, c'est une étape, en tout cas, je trouve en tant qu'éditeur qui est très satisfaisante. C'est un peu voilà, la construction d'une cathédrale là, qui arrive en fait dans ses phases ultimes. Hein, et donc c'est voilà, très stimulant. Il vous Et aura il vous aura fallu moins de temps que oui, les ouvriers bon, paysans pour construire leur cathédrale. Ça a duré 2 siècles. Hein. oui, oui, mais tu sais, c'est mon côté naïf. C'est que je suis toujours très optimiste et très satisfait des étapes. Mais il y en a encore certainement beaucoup. Très vite à une question. Il n'existe aucune solution capable d'engager un collectif entier sur une thématique. Alors, qui veut répondre, Virginie ou Mathieu? Il n'existe, point d'interrogation, il n'existe aucune solution capable d'engager un collectif entier sur une thématique. Moi, j'ai l'impression que tout ce que nous avons entendu là laisse penser qu'on pourrait effectivement traiter par thématique, hein, prendre une grande thématique et utiliser tous ces outils pour travailler un collectif, les outils du micro-doing, Mhm. donc dans le collectif, mais le social learning à travers les outils qui ont été donnés. Quel est votre avis là-dessus? Bah, tout d'un coup, enfin, ça fait réfléchir. C'est une des illustrations peut-être de ça. C'était chez Leroy Merlin la manière de faire vivre la culture de l'organisation avec le mini-site qui est sur le portail scénarisé de la plateforme, le mini-site Tous Leaders, avec des ressources qui expliquent ce que c'est que cette vision d'être leader chez Leroy Merlin. C'est quelque chose qui doit être approprié par chaque collaborateur et la possibilité pour chaque collaborateur de lancer un 360 à sa main pour voir s'il incarne bien ces valeurs de leadership. Donc voilà, en tout cas, je serais content d'avoir une conversation autour de ce sujet et pour voir d'où viennent les doutes là-dessus. Mais je pense qu'on est plutôt capable, à mon sens également, d'adresser ça.
Steven nous dit trop d'acronymes et d'anglicismes. Je suis bien d'accord, Steven, mais comment faire autrement? Et puis après tout, e-learning est déjà rentré dans le dictionnaire, ça fait des années. On peut imaginer que d'autres mots y entreront. On prend une dernière question, on conclura. Beaucoup d'outils, de procédés. Comment évaluer le ROI des dispositifs? Comment s'assurer de l'utilité pour l'apprenant? Ça, c'est une question d'Antoine qui supposerait d'ailleurs un webinaire à part entière. Virginie, peut-être est-ce que tu as une première réponse là-dessus? L'une des réponses quand même, c'est que si on se place que du point de vue de la direction en formation, avant de parler de ROI réel, c'est-à-dire sur les résultats de l'entreprise, on peut déjà être dans une logique de développement des compétences. Si on arrive, tout le parcours pédagogique est pris pour pouvoir mesurer le développement des compétences, et ça, la plateforme XLMS, elle permet de faire ça, à partir de parcours métiers, avec des profils de compétences métiers qui sont hérités ou pas du SIRH, c'est pas le sujet. Donc, d'avoir toute cette logique-là et qu'on construit qu'on met en œuvre les modalités pour aboutir à un seul graphe qui est l'évolution du radar des compétences, on est déjà vraiment dans la démonstration de l'impact. Après, on a des clients qui vont plus loin, mais tous n'ont pas mis encore en place des outils qui mettent de type LRS, qui vont permettre aussi de croiser des données décisionnelles vraiment des résultats de l'entreprise, croissance de chiffre d'affaires, etc., avec le fait que telle ou telle formation ou telle modalité a bien fonctionné. Donc, ce décisionnel du learning, on a plein de clients qui sont en train d'étudier les possibilités pour le mettre en place. C'est sûr que c'est plus facile de mettre en place un décisionnel learning quand vous avez quand même concentré tout dans une même plateforme. C'est beaucoup plus difficile quand vous avez plein d'outils. Mathieu, tu veux ajouter un mot? Tu auras 30 secondes. Non, effectivement, on a des clients qui poussent plus ou moins loin la data visualisation voilà, des résultats et puis distribuer sur le terrain en fonction des rôles. Et donc, ça, c'est le côté plutôt pâte à modeler de la visualisation voilà, des résultats, la capacité de comparer des régions, etc., tous ces sujets voilà, d'avancement. Bien, ça fait un tout petit peu plus d'une heure. Tout ça est enregistré, donc je pense que tous les participants recevront le lien vers ce webinaire, pourront le rejouer pour eux-mêmes ou en interne pour des collègues s'ils le souhaitent. Donc je remercie évidemment toute l'audience d'avoir consacré du temps, nous avoir consacré une heure ce matin. Merci Virginie, merci Mathieu pour ces brillants éclairages que vous avez donnés et qui donnent envie d'en savoir plus. En fait, je l'espère pour tout le monde et je vous dis à très bientôt. Ben, merci à toi Michel et puis merci voilà, à tous pour la participation et pour les questions que vous nous avez posées. Voilà. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.